L'hôpital parisien Necker Enfants Malades est l'un des 12 groupes hospitaliers de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, fondé en 1778 par la mère de Madame de Staël, Suzanne Courchaud, et le directeur général des finances de Louis XVI, Jacques Necker. Il est devenu le plus grand hôpital pédiatrique du monde. Philippe Meyer, bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Ambitionniez-vous, quand vous étiez jeune étudiant de médecine, de devenir l'une des figures de l'hôpital Necker Enfants Malades? Je ne crois pas que ça faisait partie de mes rêves. Les choses se sont passées un petit peu par hasard. J'avais, parmi mes rêves d'enfant, être médecin, oui. Réanimateur, oui. Réanimateur pédiatrique, ça c'était une autre affaire. En fait, c'est un petit peu les hasards de la vie qui ont fait que j'ai commencé à faire de l'anesthésie pédiatrique à l'hôpital Necker. Oui. L'enfant, donc ce n'était pas une clinique qui vous convoquait particulièrement quand vous étiez étudiant? Non, j'avais très peu pensé en fait à avoir un exercice uniquement en pédiatrie. Alors j'avais apprécié au cours de mes études de faire de l'anesthésie pédiatrique un petit peu tout venant, mais je n'avais pas du tout pensé au départ me consacrer uniquement à la pédiatrie. Je ne regrette pas du tout mon choix. Vous avez dit là un instant, la réanimation en revanche, oui, depuis toujours. Pourquoi ? Parce que c'est une spécialité que j'ai abordée vraiment au tout début de mes études de médecine. J'ai rencontré des gens très passionnés, très intéressants. Et puis, c'est venu un petit peu comme une évidence parce que c'est une discipline qui est assez large. La preuve, j'ai commencé par faire de l'anesthésie chez les adultes, je finis par faire de l'anesthésie et de la réanimation chez les enfants. L'anesthésie touche tout un tas de domaines. On peut l'exercer soit en anesthésie pure au bloc opératoire, soit en réanimation, soit en maternité. Donc ça permet vraiment un parcours très riche et très varié. Alors, dans Fais voir la bête, on questionne le pouvoir. Et vous, en tant que médecin, anesthésiste, réanimateur, vous en avez ô combien, surtout auprès de familles, quand elles viennent, elles arrivent avec un enfant accidenté, parfois même polytraumatisé. Je sais que vous êtes à la tête d'un trauma center à Necker. Il y a de quoi se prendre pour Dieu, non ? Je crois qu'il ne faut surtout pas se prendre pour Dieu. Ouais. Non, c'est assez compliqué parce que notamment en traumatologie, les choses se passent extrêmement vite. Donc la plupart du temps, ce sont des accidents qui surviennent à la sortie de l'école ou pendant des loisirs. Et donc les parents se retrouvent très rapidement confrontés à une situation qu'ils n'avaient jamais envisagée. Oui. Et la situation la plus cauchemardesque qu'ils auraient imaginée. Bien sûr. Et il y a à la fois une complète sidération, une grosse difficulté à pouvoir simplement intégrer les choses. Et donc on a souvent l'impression, au contraire, de ne pas être Dieu du tout, mais d'être un tout petit qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à faire comprendre aux gens ce qui va se passer, ce que l'on va devoir faire comme traitement. Et puis, ce qui va se passer dans un avenir beaucoup plus lointain, avec des séquelles éventuelles et toutes ces sortes de choses. Donc, non, là, je crois qu'au contraire, on est tout petit devant ces entretiens-là et on n'est franchement pas un dieu. Disons qu'ils auraient envie de vous prendre pour Dieu. Hein ? Oui, peut-être. Ils s'en remettent à vous. Oui. D'ailleurs, je sais que le SAMU est dans l'impasse de l'enfant Jésus. Oui, tout à fait. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas hasard. Il y a une impasse à un moment donné. Hein, il faut revenir sur Terre. Alors, vous prenez la parole souvent pour parler des bébés secoués. Je vous ai entendu dire à ce sujet des choses très justes et vraiment être dans l'information, la prévention. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Les bébés secoués, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Hein. Oui, parce que c'est une problématique qui a été pendant longtemps ignorée. C'est pas bien de secouer un bébé. C'est pas beau. On est montré du doigt. Alors,
pendant longtemps, c'était vraiment un sujet tabou. Je crois que c'est très important qu'on ait pu faire un petit peu d'information sur cette problématique et qu'on ait pu un petit peu sortir de cette ornière où on disait oui, mais voilà, il s'est énervé, ça se reproduira jamais, etc. Je crois qu'il faut absolument insister sur le fait que beaucoup de gens ont eu, non pas la tentation, mais le réflexe de... Oui. Voilà, parce que l'enfant pleure trop fort, crie trop fort, on se dit c'est pas très grave si je le secoue un petit peu. Et puis parfois ça peut avoir des conséquences alors létales ou ça peut avoir ça peut faire un désastre sur exactement la vie cérébrale de l'enfant. Mais il y a une grosse différence entre j'aurais pu le faire et je le fais. Oui. Si vous avez l'intention d'arracher le rétroviseur de celui qui vous a fait une queue de poisson, oui, mais vous ne le faites pas. Oui, c'est ça. C'est une Certains sorte le font. De phobie d'impulsion, la différence, finalement. La phobie d'impulsion et le passage à l'acte. Exactement. Et le passage à l'acte, ça doit être quelque chose que l'on souligne, que l'on doit prévenir. Il y a une chose qui est assez frappante en étudiant un petit peu la population de bébés secoués. On s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas de cas en crèche. Il y a une explication toute simple à ça. Dans une crèche, les auxiliaires ne restent jamais seuls. Et donc, quand on est exaspéré, quand on n'en peut plus, quand on est crevé et qu'on entend le petit qui pleure, le simple fait d'avoir quelqu'un sur lequel on peut se décharger en quelque sorte... Il y a un passage de relais. Exactement. Et le passage de relais, il est absolument fondamental. Oui. Et ça fait partie des choses que l'on cherche à faire passer comme message de prévention. C'est quand on est fatigué, quand on est exaspéré par ce bébé qui pleure, passons le relais, passons à autre chose. Racontez-nous l'atmosphère qui règne dans une salle d'opération quand on a un enjeu si important, quand on a un petit enfant qui est entre la vie et la mort. Comment ça se passe entre déjà les protagonistes, les chirurgiens, les infirmiers, les techniciens et vous ? Les choses se sont organisées maintenant, comme vous parlez principalement là, de la traumatologie, les choses se sont organisées il y a maintenant 25 ans à peu près. L'une des premières choses qu'on a faites, c'est de mettre de côté tous nos égos. Alors peut-être pas de les mettre de côté ou de les réunir tous ensemble et puis se les diviser ensuite à part égale. Il est absolument indispensable qu'il y ait une coopération complète entre les différents protagonistes. Vous citiez beaucoup d'intervenants. En effet, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des techniciens de laboratoire aussi qui, eux, apparaissent pas dans la chaîne, mais qui sont très importants. Il y a des techniciens de radiologie qui font partie intégrante de l'équipe. Donc c'est vraiment une cohésion d'équipe qui est indispensable avec une coordination qui se fait toute seule. C'est-à-dire que celui qui a le plus besoin d'intervenir va être un petit peu celui qui va diriger la manœuvre. Il n'y a pas de discussion. La place aux discussions, c'est après. Il y a très peu, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas dans les films américains avec des gens qui hurlent partout. Dans Grey's Anatomy. Exactement. Effectivement. Zéro de tension, passer l'adrénaline. C'est moins glamour. C'est beaucoup plus silencieux et plus concentré surtout. Oui. Et en effet, c'est quelque chose qui est une charge émotionnelle qui est très importante aussi pour les intervenants, bien sûr. Il faut dépasser un petit peu ça. C'est pas le moment de s'émouvoir, c'est pas le bon terme, mais c'est pas le moment d'avoir des sentiments qui débordent. Mmh. Et puis après, on peut en parler. Et vos états d'âme, alors comment vous faites ? Parce que vous les avez, vous êtes un être humain ô combien, vous n'êtes pas un dieu, vous êtes faillible. Vous les laissez de côté, puis vous allez les récupérer dans le vestiaire après ? Oui, je crois que c'est ça. Alors, d'abord, on va souvent les récupérer à plusieurs dans le vestiaire. Et puis après, on va les récupérer aussi en famille. On peut en parler. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler médecine, entre guillemets, à la maison. Donc, c'est extrêmement important d'avoir non seulement
le débriefing sur le terrain, mais aussi d'avoir une vie familiale strictement normale, et voilà, quoi. Donc c'est cette harmonie à défendre alors de manière encore plus importante quand on fait un métier comme le vôtre, qui exige cette sorte d'éthique permanente. Oui, puis je crois qu'il faut également avoir un équilibre qui se fasse en dehors. Il faut pouvoir complètement déconnecter, faire autre chose, partager des choses avec les gens qu'on aime. Il y a une part extrêmement importante, très exigeante aussi pour l'entourage. Mais voilà, quand c'est bien équilibré, ça fonctionne bien. Vous êtes heureux aujourd'hui, rétrospectivement, Philippe Meyer, d'avoir donné votre vie à l'enfant malade ? Donner ma vie à l'enfant malade, c'est peut-être... Là, vous allez encore me dire que je suis un dieu. Donner votre vie professionnelle, en tout cas, tout ce ma vie temps, professionnelle, tout ce oui. tout ce temps passé à soigner l'autre. Et quel autre, puisqu'il s'agit de l'enfant ? Oui, je vous le disais tout à l'heure, en effet, soigner des enfants, c'est fantastique, c'est beaucoup mieux pour moi que de soigner des adultes. Ça, c'est évident. Donner ma vie, oui, alors il y a un peu ce sentiment d'avoir donné sa vie, sauf quand on en parle avec ses enfants. Sa vie, ça veut dire, en effet, passer des nuits, des week-ends à l'hôpital, sans eux, voilà. Oui, dans une véritable consécration, quand même, de beaucoup de pans de votre vie. Oui, mais alors quand pas on tous, leur pose... comme vous venez de le dire, non. effectivement. Et vous préservez. Oui, et puis quand on leur pose la question, finalement, ils ne trouvent pas ça si mal que ça. Parce qu'ils ont passé un certain nombre de soirées quand ils étaient adolescents, tranquilles, disons. Ouais. Donc, oui, alors, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on ait une évolution actuelle. On ne va pas se cacher les choses, qu'on ait une évolution actuelle de l'hôpital public avec très très grosses difficultés et de recrutement et de fidélisation du personnel. Ouais, là on se dit, on a donné quand même beaucoup de choses. On n'a pas envie que ce système se dégrade et on n'a pas envie que ce système ne perdure pas. Donc il s'agit de se battre encore. Oui. Il faut, pour faire valoir ses droits et les droits du patient. Oui, et puis pour faire valoir le droit des soignants, c'est pas juste des applaudissements à 20h, c'est des applaudissements tous les jours pour ce qu'on fait, mais des applaudissements qui sont pas réservés aux soignants. Il y a plein de gens qui méritent des félicitations pour ce qu'ils font. Là, on a un petit peu tendance à les sublimer dans des périodes où on a besoin d'eux. Vraiment, tout le monde a besoin des soignants. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'après, on les oublie vite. On les délaisse ensuite. Oui. Ingratitude. Oui. À bon entendeur. Oui, il y a un petit peu de ça. Et puis, il y a une autre chose qui est importante. Alors, en particulier dans ma spécialité, l'anesthésie-réanimation, personne ne choisit de se faire endormir. Vous parliez de gratitude. Oui, on a de la gratitude parce que le chirurgien vous a bien opéré, vous a fait une belle cicatrice, vous a réparé une fracture impeccablement et vous courez comme un lapin. On ne se souvient pas de l'anesthésiste. L'anesthésiste, c'est celui qui fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant l'anesthésie. On ne l'a pas choisi. Et puis après, on a mal. L'anesthésiste est là pour soulager la douleur. Mais il y a très très peu après de reconnaissance de ce qu'est cette spécialité qui reste encore très mystérieuse pour beaucoup de gens. Il faudrait se souvenir de vous.
Oui, oui. Alors j'espère qu'il faut se souvenir de moi en bons termes. Oui. On a souvent, là, en revenant cette fois-ci sur la traumatologie pédiatrique, c'est pas de l'ingratitude de la part des gens, mais on a relativement peu de nouvelles ensuite des enfants qu'on a soignés. C'est pas parce que les parents sont ingrats, c'est parce qu'ils ne veulent pas se souvenir de cette période effroyablement difficile de leur vie. Oui. Et bon, je crois que si on recherche la gratitude et la gloire, il faut choisir une autre spécialité. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Dr Meyer. Merci à vous.